Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce qui restera éternellement, c'est mon code civil. C'est sur ces mots de Bonaparte que nous entamons notre émission Droit vers la réussite, dans les coulisses du code civil, appelé aussi Code Napoléon, en l'honneur de son père spirituel. Né il y a 200 ans, en 1804, sous la plume principalement d'Étienne Portalis, un conseiller d'État et juriste français, il est toujours d'usage en France. Alors pour autant, le code fait l'objet chaque année de nouvelles mises à jour, s'enrichissant notamment d'une vaste sélection de jurisprudence, à l'instar de l'édition 2014 que nous avons ici sur ce plateau de LexisNexis. Et justement, nous avons la chance de recevoir sur ce plateau l'auteur de cette édition, Laurent Leveneur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'université Panthéon-Assas Paris 2, dont vous dirigez le laboratoire de droit civil. Tout à fait. Alors pour commencer, peut-être pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le code civil et à quoi sert-il? Le code civil, c'est d'abord un code. Et un code, c'est un réceptacle de loi, un recueil de lois. Mais lui, il est civil, donc de loi civile. Alors, simplement, il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'est le droit civil. Et bon, disons que le droit civil, c'est le droit privé commun, celui qui s'applique aux personnes, le statut des personnes, l'état des personnes, les relations familiales, le statut des biens, la propriété. Et puis, il y a tout le vaste domaine du droit commun des contrats, ce qui est tout à fait considérable. Donc, le code civil sert beaucoup. Très, très large, finalement. C'est très large. Effectivement. Ce n'est pas uniquement ce qui régit les relations entre les hommes d'un point de vue familial, mais c'est également, vous l'avez dit... Oui, ça va bien au-delà. Oui, ça va bien au-delà. Alors, la petite difficulté, c'est que la famille des codes napoléoniens a des petits frères. Il n'y a pas que le glorieux aîné, comme on a pu dire. Il y a également le code de commerce. Alors, il y a une articulation à avoir entre le code civil, le code de commerce et aujourd'hui de nombreux autres codes. Mais disons qu'on s'y retrouve bien en disant que le code civil recueille le droit privé commun. Alors justement, vous êtes l'auteur de l'édition du Code 2014 de LexisNexis. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie un très gros travail, un gros travail de mise à jour. Si vous voulez, j'ai apporté peut-être pour montrer aux spectateurs, aux téléspectateurs, quel peut être l'apport d'une maison d'édition. Voici la version initiale, d'origine du Code civil qui a été reproduite à l'occasion du bicentenaire en 2004. Et puis voici une version des seuls textes du Code civil, publiés aussi par la maison Lexis il y a quelques années, qui est à peu près de la même taille que la version initiale. Et puis on peut comparer la version qui est publiée par la maison d'édition, donc là maintenant en 2014, et on voit la différence. Rien qu'à l'épaisseur, c'est tout ce que le travail d'auteur ajoute. Il y a bien sûr tous les textes du Code civil lui-même, mais un enrichissement composé d'annotations jurisprudentielles et puis surtout de textes complémentaires qui ne sont pas codifiés dans le code officiel, mais sont tout de même très importants parce qu'ils sont aussi aujourd'hui une partie prenante du droit civil. Très bien. Alors vous connaissez le principe aussi de l'émission, c'est que nous interagissons avec les internautes et en particulier des étudiants en droit. Première question, quels sont les défis pour les auteurs d'un code? Premier défi, bien suivre l'actualité, ne rien rater, être parfaitement à jour et puis reproduire très fidèlement les nouveautés textuelles et jurisprudentielles de l'année sans bien sûr se tromper le moins du monde. Ça c'est un défi, jusqu'au dernier moment il faut tout vérifier. Et qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être de collaborer à ce code de LexisNexis? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Qu'est-ce qui a fait que... Alors, il est vrai qu'on est venu me chercher, mais je pense qu'on n'est pas venu me chercher par hasard, c'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup aimé le droit civil, et puis j'enseigne le droit civil dans toutes les matières, en tournant un peu chaque année, et au fond, ce travail de suivi de la plus pointue des actualités du droit civil est assez complémentaire avec ce que je fais à l'université, et puis mes travaux de recherche par ailleurs, donc je pense que ça fait un bon lot. Avec, en plus, bénéficier de l'appui d'une maison d'édition comme ça, avec la puissance de ses moyens, c'est tout à fait considérable. Vous savez, le droit aujourd'hui est très compliqué. Quand on est tout seul dans son coin, ce n'est pas facile. Alors, on reviendra sur justement l'importance des mises à jour que vous avez évoquées, mais d'abord, je rebondis sur une question d'Hélène. J'imagine que vous n'avez pas été
tout seul pour écrire ce code. Vous êtes entouré d'une équipe d'auteurs. Alors comment vous choisissez vos collaborateurs, auteurs pour ce code civil? Comment les avez-vous choisis? Alors je n'aurais jamais accepté de prendre le relais du précédent auteur du code si justement je ne savais pas pouvoir compter sur une équipe d'auteurs. Mais précisément, j'ai la chance d'appartenir à une grande université et d'y diriger le laboratoire de droit civil, qui est une équipe d'accueil où fourmille une activité intellectuelle de civilistes, où des chercheurs sont là en permanence. Et ça n'a pas été difficile de composer cette équipe faite de docteurs, tous docteurs en droit, et professeurs ou maîtres de conférences, et tous qui enseignent le droit civil et font avec beaucoup d'entrain ce travail annuel de mise à jour. Et on s'entend très bien. Alors, question de Jory, pourquoi est-il nécessaire de renouveler son code chaque année? Je répondrai à notre auditeur ou spectateur ou internaute que c'est absolument indispensable. Le droit évolue, il y a une inflation législative terrible que chacun devine, et puis une instabilité jurisprudentielle. Alors, si vous ne renouvelez pas votre code, eh bien, vous risquez fort d'être dépassé sur un point donné. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, la situation est celle-ci. Par exemple, question d'actualité chaude qui a fait polémique, la loi sur le mariage pour tous. Est-ce qu'on va le retrouver sur l'édition 2014 du Code LexisNexis? Ah, bien sûr, on va la retrouver intégrée dans les textes du Code civil lui-même. Ça nous a demandé un petit travail ce qu'on appelle de consolidation, presque au dernier moment, parce que nous avions déjà remis notre premier travail lorsque la loi a été promulguée, mais nous allons la retrouver. Alors, rappelez-nous, la loi a été promulguée à quel moment? La loi du 17 mai 2013, et elle a été publiée au journal officiel du 18 mai. Voilà, donc vous avez été très réactif, elle est intégrée dans l'édition qui sort cet été? Elle est intégrée dans l'édition, oui. Et vous pourrez constater ainsi que l'expression « mariage pour tous » est un slogan, certes, mais ce n'est pas tout à fait la réalité, parce que vous pourrez découvrir dans le Code civil qu'il y a aujourd'hui plus d'empêchements au mariage qu'il n'y en avait avant. Voilà. Ah, c'est intéressant ça. C'est étrange. Mais par exemple, le Code civil disait précédemment que le mariage est impossible entre le frère et la sœur, l'oncle et la nièce, mais il ne disait pas que le mariage était interdit entre deux frères, puisque ça n'était pas possible de toute façon. Maintenant, il le dit. Donc, il y a une liste d'interdictions nouvelles qui sont apparues. Voilà. Eh bien, c'est une des raisons, déjà, pour répondre à la question de Jory, d'avoir ce nouveau code. Si on regarde ça d'un œil plus expert, parce que j'imagine qu'il y a des étudiants qui nous écoutent, qui sont peut-être plus spécialisés dans le droit des affaires. Alors, une question, pouvez-vous nous dire peut-être ce qui a marqué cette année le droit des obligations? Tiens, par exemple. Alors, sur le droit des obligations, nous n'avons pas eu cette année de très grandes réformes législatives. Il y en a de temps en temps. On a tout de même eu les premiers effets de la fameuse loi du 17 juin 2008 sur la prescription, où nous avons vu arriver à échéance les premières prescriptions quinquennales mises au point par cette loi. Mais surtout, nous avons quelques décisions très intéressantes que je recommande à vos internautes de consulter. L'une sur la responsabilité civile contractuelle du débiteur d'une obligation de résultat. Par quels moyens peut-il s'exonérer? Nous avions des incertitudes depuis quelque temps à la suite de décisions qui concernaient la SNCF et qui limitaient les moyens d'exonération. Eh bien, ça y est, une décision récente dont on trouvera la référence dans notre code, rappelle quelles sont les causes d'exonération classiques, et ça nous permet de comprendre que cette jurisprudence récente était propre à la SNCF. Elle s'appliquera toujours à elle, mais pour les autres débiteurs d'obligations de résultat, tout va bien, ça va mieux. Voilà, ça s'est éclairci. Alors, question de Myriam. Quels critères déterminent le choix de la jurisprudence dans le Code civil? Sous-entendu que j'imagine que toute la jurisprudence de l'année écoulée ne se retrouve pas peut-être dans votre code. Vous avez dû opérer une sélection. Déjà, vous allez me dire si effectivement c'est le cas. Et s'il y a sélection, comment s'opère-t-elle? Alors oui, nous opérons une sélection. Il est vrai qu'il y a beaucoup de décisions référencées dans notre code. Nous sommes à plus de 22 000 et nous en avons ajouté 500 cette année par rapport à l'année dernière. Mais 500, au regard des dizaines de milliers de décisions rendues au cours de l'année par les juridictions françaises, c'est une goutte d'eau, si je puis dire. Mais c'est la meilleure goutte. C'est-à-dire que nous prenons les décisions qui ont le plus de portée, le plus d'intérêt. Alors évidemment, ce sont essentiellement, sinon quasiment exclusivement, des décisions de la Cour de cassation et les plus importantes de celles-ci.
celles qui changent quelque chose par rapport à la situation antérieure ou qui permettent de préciser des évolutions, et c'est celle-là qui nous intéresse. Alors, selon vous, quels sont les apports significatifs de cette nouvelle édition ? Alors les apports significatifs, évidemment, nous avons au plan législatif l'intégration de la loi du 17 mai 2013 sur ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, c'est une chose. Nous avons également tout cet ajout de nouveautés jurisprudentielles, et c'est un travail très important. Et puis surtout, dans cette nouvelle édition, nous avons fait un très gros effort, toute l'équipe. Nous avons fait un très gros effort pour améliorer l'indexation. Donc les mots-clés qui permettent d'entrer dans le code par la table alphabétique. Et nous sommes maintenant à près de 10 000 entrées, c'est tout à fait considérable. Vous savez que plus une table alphabétique est riche, plus elle est utile pour le lecteur. Si on ne trouve pas, en ouvrant la table tout de suite, le mot qui va bien... Alors, je pense que vous soulevez un point qui intéresse nos auditeurs, nos étudiants. Effectivement, et peut-être avant de rentrer peut-être justement dans cette manière de comment naviguer dans votre code civil. Je crois qu'il y a une différence entre un code annoté et un code commenté. Est-ce que vous pouvez rappeler cette différence et nous dire si celui-là est annoté ou commenté ? Voilà. Alors celui-ci, je le dis tout de suite, est un code annoté. Quelle est la différence entre un code annoté et un code commenté ? Le code annoté va comporter comme son nom l'indique, des annotations qui vont figurer sous chacun des articles du Code civil, ou chacun, ou peut-être pas tous, chacun, du moins ceux qui ont fait l'objet de décisions de jurisprudence qui peuvent être intéressantes. On en donnera la référence, mais d'une manière objective, sans porter d'appréciation sur les décisions qui ont été rendues. Au fond, un code annoté, c'est une espèce de banque de données de caractère objectif, recensant des informations à état brut sur les textes et la jurisprudence relative à ces textes. Un code commenté, lui, va plus loin. Même s'il n'y a pas de jurisprudence relative à un article, vous aurez un commentaire de cet article. Et puis, le commentateur du code commenté va donner son opinion sur la jurisprudence, dire que c'est une erreur, qu'on espère que ça va changer. Donc il y a un aspect éditorial. Un aspect, tout à fait. Plus doctrinal, si l'on veut. Oui. Et au fond, un code commenté, c'est une espèce de manuel. Alors qu'un code annoté, comme est le Code civil, c'est un code objectif. Avantage très pratique pour les étudiants, code annoté, ça veut dire le droit de l'utiliser aux examens. Oui, très concrètement, les codes commentés sont le plus souvent interdits aux examens. En revanche, le code, et spécialement le Code civil LITEC, en tant que code annoté, est tout autant autorisé aux examens que les autres codes annotés. Alors, vous en parliez tout à l'heure, justement, je suis un étudiant, je suis assis à ma table dans la salle d'examen, j'ai mon code civil LexisNexis à côté de moi. Comment je fais pour trouver assez rapidement les infos dont j'ai besoin ? Alors, moi, je donnerais conseil quand même d'avoir regardé un peu le code avant, mais après tout, s'il n'a pas eu le temps, il peut toujours essayer. Alors, pour bien utiliser le code, je pense qu'il faut voir comment il est organisé. Vous avez une partie qui est celle des articles du Code civil lui-même, avec les annotations jurisprudentielles sous chacun des articles. Parfait. Puis, cela paraît, avec ces liserés bleus, une partie d'annexe. Je ne sais pas si on voit à l'écran, ici, si on peut zoomer peut-être. Ici, vous voyez, hop, tout un liseré bleu ici qui délimite une partie annexe, la partie annexe des textes codifiés, mais qui ne sont pas codifiés dans le Code civil et qui pourtant intéressent le Code civil, le droit civil. Vous allez, par exemple, chercher quelle est la définition des pupilles de l'État. Vous allez chercher ça dans le Code de l'action sociale et des familles, vous allez la voir. Vous avez ici une quinzaine d'extraits, d'autres codes qui intéressent le droit civil. Et puis, la dernière annexe est relative aux textes non codifiés, mais qui participent aussi du droit civil. Et là, nous en avons, je crois qu'il y en a à peu près 250 textes, depuis 1539, avec la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, jusqu'au dernier texte de 2013, qui sont recensés, eux, par ordre chronologique. Donc, on peut entrer dans notre code, ou bien directement quand on connaît les numéros d'articles, ou quand on connaît qu'on sait que dans le Code de l'action sociale et des familles, ou dans le Code de la santé publique, on va trouver ceci, cela en feuilletant un petit peu, ou alors on peut entrer dans le code par la table des matières, la table alphabétique, qui est riche de près de 10 000 mots d'entrée, ce qui est un élément extrêmement confortable le jour de l'examen.
La réponse est très claire. Et alors, pour l'étudiant qui va justement chercher à se mettre à jour en cherchant un nouveau code, comment fait-il pour rapidement dans les rayons voir qu'il a le dernier millésime? Je crois qu'on voit assez rapidement sur la couverture. On voit assez rapidement sur la couverture parce qu'on va indiquer sur la première page de couverture, ce qu'on appelle la première de couverture, le millésime. On va même l'indiquer sur la tranche. Et puis sur la dernière de couverture, nous allons avoir le millésime en gros. Alors, s'agissant du code civil, c'est un code qui paraît chaque année. Donc, si vous achetez cette année un code de 2012, vous pouvez être certain qu'il n'est pas de l'année, ça c'est sûr. Voilà. Et on publie alors un petit peu en avance, c'est-à-dire nous mettons à la disposition des lecteurs dès la fin du mois d'août, pour les examens qui se déroulent début septembre, tout particulièrement, nous mettons l'édition nouvelle chaque année à disposition. Alors, il y a plusieurs codes sur le marché. Sur le contenu, comment votre ouvrage se différencie-t-il ? Vous avez déjà donné des éléments de réponse sur le travail que vous avez fait avec l'ensemble des auteurs, mais peut-être là, en une phrase, qu'est-ce qui fait un peu la différence de ce code LexisNexis? Alors, je crois qu'il faut d'abord dire que le code LexisNexis, c'est complètement un code civil. Vous allez trouver dedans tous les articles du code civil, évidemment. Et puis, ce qui le différencie des autres codes, eh bien, c'est la partie d'enrichissement avec les textes complémentaires et la manière dont ces textes complémentaires sont organisés. Parfois, ils le sont sous des articles mêmes du Code civil. Nous les regroupons, mais en mettant aussi des indications sous les articles eux-mêmes pour les retrouver assez facilement. Voilà. C'est au fond principalement cette différence d'organisation et ce type d'organisation qui caractérise le code LITEC. Eh bien, merci beaucoup, professeur Leveneur, de ce voyage dans les coulisses de la rédaction du Code civil. Notre émission touche à sa fin. Le Code civil millésime 2014 LexisNexis sera donc disponible en librairie dès le 22 août 2013 au prix de lancement de 19,90 € jusqu'au 31 octobre 2013, puis 39 € à partir du 1er novembre de cette même année. Et si vous souhaitez une dédicace de notre invité, du professeur Laurent Leveneur, vous pouvez vous rendre au Salon du livre juridique le 12 octobre au Conseil constitutionnel. Vous serez présent. Et pour terminer, nouveauté cette année, la rédaction de LexisNexis a créé 6 couvertures au choix. Vous les voyez à l'écran. Il y a une couverture, par exemple, crocodile, une sous-couverture zèbre, une sous-couverture un peu multicolore. Voilà, c'est une manière de personnaliser votre code. Je vous rassure, si vous l'utilisez en examen, eh bien, je vous montre la couverture, on appelle ça une surcouverture, est amovible. Vous pouvez l'enlever et retrouver votre code bleu. Voilà, eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Notez déjà dans vos agendas notre prochain rendez-vous, le 12 octobre, donc au Salon du livre juridique, où nous aurons sûrement la chance du coup de vous retrouver. D'ici là, bonne rentrée avec votre nouveau code bleu. Merci beaucoup, à bientôt.